BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, à peu près à l'heure du goûter, il est 16h37, il est encore temps de profiter de son goûter. Oui, c'est le club BFM Crypto, on vous alerte sur les tendances de ce marché. Valentin Demey, bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Ça va ? Ça va très bien, vous ? Journaliste Cryptos, tout va bien, on est ravis de vous retrouver régulièrement chaque semaine, vous et vos équipes chez Cryptos. Vincent Bois aussi nous accompagne aujourd'hui, bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Vincent, le Bitcoin s'offre à nouveau les 20 000 $, on est un peu au-dessus en ce moment. Oui, en effet, le Bitcoin, on en parlait il y a quelques jours, évolue toujours dans ce range. L'ancien plus haut historique à 19 700 et le niveau que l'on citait justement il y a quelques jours sur les 20 800. Et donc, pour le moment, c'est une hésitation qu'on remarque également de la même façon sur les marchés traditionnels. Cela pourrait durer encore un peu. À moyen terme, on parlait des 25 000 $. Tant qu'on est sous ce niveau, le billet reste baissier. Il pourrait nous conduire à de nouveaux plus bas annuels. Actuellement, pour information, il est de 17 500 $. Mais pour le moment et à court terme, on est sur une hésitation. Qu'est-ce qui pourrait faire changer ou en tout cas amener le Bitcoin à changer ou à sortir de ce range ? Donc entre 20 700 et 19 700, eh bien nous avons vendredi donc une statistique économique, notamment sur l'emploi américain, qui pourrait amener à un rebond des marchés plutôt court terme et qui pourrait permettre justement au Bitcoin et aux crypto-monnaies de rebondir plutôt court terme, mais permettre de casser ces 20 700 et donc peut-être d'aller chercher les niveaux techniques suivants, notamment les 22 500. Mais je le rappelle, tant que nous sommes sous ces 25 000 et étant donné la situation actuelle au-delà de l'analyse technique, eh bien, nous restons tout de même dans un risque plutôt baissier sur le Bitcoin, les marchés traditionnels ou encore les cryptos. Et du côté de l'Ether, quel potentiel pour la suite à vos yeux avec, on rappelle, ce grand rendez-vous au mois de septembre, le passage au Proof of Stake, quel potentiel technique sur les cours, sur l'électrocardiogramme de l'Ether ? Alors effectivement, il y a toujours ce rendez-vous, mi-septembre. C'est vrai que s'il y a une accélération de la même façon sur les crypto-monnaies, sur les marchés traditionnels, eh bien l'Ether pourrait profiter davantage justement d'un rebond haussier. Donc comme je le disais peut-être en fin de semaine avec ces statistiques à 14h30, nous pourrions avoir un rebond technique de court terme et l'Ether pourrait en profiter davantage. On est au-delà d'un niveau, d'une moyenne mobile, donc un indicateur technique qu'on utilise sur les 1525 $. Si on se maintient, on peut aller chercher les 1720 qui était un niveau de support important. Avant peut-être, ce sont les 2000 $ que l'on va chercher. Pour le moment, donc, on est sur l'hésitation, on reste entre les 1450. Pour information, l'ancien plus haut historique également que l'on avait obtenu en janvier 2018. Et puis, à la hausse, on ne dépasse pas encore les 1600 $. Donc, ici, on peut toujours évoluer dans ce range. Si rebond court terme il y a, et bien sûr l'Ether, on peut accélérer davantage que sur le Bitcoin du fait justement de The Merge notamment, et donc aller chercher des 1720 ou autres. Mais attention, de la même façon, nous restons sur un risque plutôt baissier, et donc attention à la baisse en revanche, sous les 1420 qui pourrait nous amener sur une baisse plus importante, notamment 1250, voire en dessous. Vincent Bois pour IG régulièrement à nos côtés. Merci Vincent. Et ces seuils techniques que vous évoquez ne constituent absolument pas des cibles ni des conseils d'investissement. On le précise pour tous ceux qui nous écoutent régulièrement dans ce club BFM Crypto. On investit en crypto bien sûr, que l'argent que l'on reste prêt à perdre. Marché toujours spéculatif. Valentin Demey aime ces terrains glissants, ces sports de glisse. Valentin Demey pour Cryptost, sport de glisse qui se démocratise d'ailleurs, contrairement au ski, puisqu'il n'y a pas de plus en plus de skieurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En revanche, sur le marché crypto, de plus en plus de gens aiment glisser. 4% de la population mondiale possède désormais des crypto-monnaies. C'est assez impressionnant. C'est un peu moins que ce qu'on a en France. On sortait d'ailleurs il y a quelques semaines de ça, le sondage Adan et KPMG avec 8% des Français qui détiennent des crypto-monnaies en France. D'après ce sondage, on est à peu près dans les mêmes proportions parce qu'ils indiquent que c'est 5 à 6%. Nous, on avait fait ce sondage en mars dernier. Donc d'un point de vue mondial, effectivement, on est sur l'équivalent de 320 millions de personnes, ça commence à faire un peu beaucoup. Il y a des explications logiques qui sont notamment des pays qui sont en proie à l'inflation, qui utilisent davantage les crypto-monnaies, parce que d'un point de vue en fait chiffre, si on regarde un petit peu, allez, qui possède le plus, on a évidemment les États-Unis qui arrivent en tête avec 46 millions de personnes, et puis l'Inde et le Pakistan. Mais si on regarde plutôt d'un point de vue part de la population qui détient et utilise, c'est un petit peu différent, puisque là, en premier, c'est le Vietnam, suivi de l'Ukraine
et des États-Unis, et la France arrive en 19e position. Donc on voit bien que c'est des pays qui ont des difficultés de paiement ou alors qui ont des difficultés d'échange ou qui sont en proie à l'inflation, qui ont une part de la population assez logiquement, et c'était le cas aussi en Argentine, qui utilise davantage les crypto-monnaies. Donc ce prétexte de rempart à l'inflation prend part et s'incarne dans ces chiffres-là. C'est moins le cas en France, même si l'inflation grignote de plus en plus. On a vu les chiffres en Europe, c'est 9%. Quand c'est 95-99% en un an sur des monnaies étrangères, alors là, effectivement, Bitcoin, même s'il baisse un petit peu, prend bien plus de sens dans les usages. Bon, et donc ce pays où la part de la population investie en crypto est la plus importante, c'est le Vietnam. Ah. C'est fou, hein. Devant l'Ukraine. Devant l'Ukraine, qui est en deuxième position. pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc bon. avec 15%. Et un point commun, on l'imagine partout, c'est que ce sont les adeptes du barbecue qui investissent en crypto, comme dirait Sandrine Rousseau, à savoir plutôt les hommes que les femmes. Il y a une corrélation entre le marché du barbecue et celui des cryptos, vous l'avez observé? J'essaierai d'apporter des chiffres et de voir si effectivement on peut superposer ces deux points. Oui. En tout cas, effectivement, d'un point de vue investisseur, tout comme d'un point de vue de tout ce qui touche malheureusement encore à la tech, la part d'hommes est supérieure à celle des investisseurs, même si ça, encore une fois, tend largement à diminuer et les femmes prennent de plus en plus de place dans cet écosystème en tant qu'investisseurs et investisseuses et aussi en tant qu'acteurs de l'écosystème et actrices de l'écosystème. Et d'ailleurs, notre spécialiste crypto sur BFM Business, c'est une femme, c'est Pauline Armandé qui représente la gente féminine et vraiment, voilà. Plus que bien. Totalement. On s'interroge en permanence sur l'utilité réelle des cryptos, en tout cas les économistes traditionnalistes, on va les présenter comme cela, s'interrogent sur l'utilité réelle des cryptos qu'ils préfèrent présenter comme des crypto-actifs plutôt des crypto-monnaies. Ils n'ont peut-être pas tort d'ailleurs, sauf que les choses avancent. On le voit par exemple au Pakistan, en Iran. C'est la même direction, mais c'est un peu moins loin. L'Iran, ça y est, valide la réglementation sur les importations payées en crypto. Sur les usages des crypto-monnaies, effectivement, on peut toujours s'interroger sur l'utilité. On a les smart contracts qui commencent, les contrats intelligents, c'est-à-dire de la programmabilité sur la blockchain, qui enlève beaucoup d'intermédiaires, qui incarnent là aussi les usages. On a même Société Générale Forge qui travaille avec MakerDAO, cette fameuse banque décentralisée pour tokeniser des actifs. Donc ça y est, les usages commencent à prendre place. Le Salvador l'incarne. D'ailleurs, à Surfing Bitcoin, vous en parliez en début de semaine. Il y a eu ce bilan. Est-ce que ça a vraiment, un an après la loi Bitcoin, apporté des choses au pays, au Salvador, d'avoir autorisé le Bitcoin? Ça a apporté davantage d'entreprises. Ça a 85% de bons de tout ce qui touche au tourisme. Donc, effectivement, il y a des usages qui s'incarnent là avec l'Iran, puisque sous le coup des pressions et des sanctions internationales, ils ont du mal à utiliser certaines devises comme l'euro ou le dollar. Donc, ils ont fait voter cette loi il y a quelques jours. Ils avaient déjà essayé il y a quelques mois, il y a un mois ou deux, de faire des premières exportations à hauteur de 10 millions de dollars. On ne sait pas exactement de quelles marchandises on touche, puisque c'est du secret du pays. Mais en l'état, le ministre de l'Industrie nous a dit il y a quelques jours, en vertu d'un accord entre le ministère de l'Industrie et la Banque centrale d'Iran, les importations en provenance de l'étranger peuvent être traitées à l'aide de crypto-monnaies. Alors c'est important, c'est encore un usage. Et effectivement, c'est un pays, je sais qu'on va nous dire, oui, c'est l'Iran, oui, c'est comme le Salvador, c'est des pays un petit peu particuliers dans leur ensemble et sur le point géopolitique, mais l'usage est là. Et pour peut-être outrepasser certaines interdictions internationales, utilise les crypto-monnaies et ça fonctionne. Et si on part du principe de la neutralité de ces techniques et de ces technologies, alors c'est un usage supplémentaire. Voilà, et vous avez repéré donc la validation par l'Iran des importations payées en crypto. Les choses se développent et avancent. Pendant ce temps, en Occident, on traque toujours, et à juste titre, le blanchiment, les financements illicites, que ce soit dans l'univers ou via l'univers crypto ou en dehors de l'univers crypto. Et alors, on a fait un nouveau pas cet été, c'est aux États-Unis. Le Trésor américain a épinglé Tornado Cash, c'est un mixeur de crypto-monnaies. Les citoyens américains sont donc désormais interdits d'interagir avec Tornado Cash. Cette décision, Valentin, aura-t-elle vraiment une efficacité et un impact? Alors, ça, c'est vraiment le feuilleton de l'été. Et je ne sais pas, et on en va en discuter, si ce feuilleton aura un impact dans l'écosystème crypto, économie, régulateur, sur le long terme. En tout cas, ça a vraiment été sur le mois d'août le sujet qui a été le plus commenté par les crypto-enthousiastes et par les régulateurs à très court terme. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a cet outil qui s'appelle Tornado Cash, qui a pour objectif de rajouter un peu de vie privée
sur la blockchain Ethereum. Il faut savoir que la blockchain Ethereum, elle est ouverte, donc n'importe qui peut regarder un petit peu les transactions qui s'y fait. Donc il y avait cette difficulté identifiée par les développeurs de Tornado Cash. Si on souhaitait rajouter un peu de vie privée, comment fait-on pour ne pas être tracé? Donc ils ont inventé cette solution qui est, pour faire très simple, comme si vous aviez un gros sac de Lego. Et vous allez à chaque fois jeter des Legos dans ce sac avec pour objectif d'avoir énormément de flux et donc de plus savoir, Guillaume, quels étaient vos Legos. Si vous laissez quelques semaines, vous allez récupérer la même valeur, mais peut-être ceux du voisin, et auquel cas, vous allez rajouter un petit peu de flux supplémentaire. Noyer ma goutte dans celle des autres. Exactement, c'était l'objectif de Tornado Cash. Mais malheureusement, cet usage a servi pour blanchir a priori de nombreux hacks. Et en même temps, ça c'est factuel. On peut voir les flux qui sont retirés de Tornado Cash. On ne peut pas forcément savoir qui les a mis, mais on peut voir que ça sort de cette plateforme-là. Et donc, effectivement, le Trésor américain, par l'OFAC, a décidé de taper un petit peu du poing sur la table et de mettre sur liste noire toutes les adresses et tous les usages qui permettent d'accéder à Tornado Cash. Ça, c'est tombé à la mi-août et ça fait en fait suite à une enquête qui a démarré en juin dernier par le Trésor là également américain sur ce blanchiment. Donc ils ont placé sur liste noire le protocole et les adresses du contrat intelligent issus du protocole de Tornado Cash. S'en est suivi l'arrestation d'un des développeurs de Tornado Cash qui a posé plus de problèmes à l'écosystème là aussi parce qu'on estime qu'on vient arrêter quelqu'un qui a développé un outil, mais ce dernier, nous dit le communiqué de presse du Trésor, a subi l'enquête de juin et la conclusion de cette enquête est qu'il aurait participé à du blanchiment d'argent et effectivement de confondre les flux, ce qui change effectivement la donne. Et dans cette foulée, instantanément, on a eu des régulateurs qui ont commencé à demander aux autres entités qui auraient pu interagir ou voir des utilisateurs interagir avec cette plateforme, serrer la vis, et on a Circle qui émet l'USDC, qui en prévision même de toute sanction a dit « nous allons bloquer les adresses de personnes qui auraient utilisé Tornado Cash pour blanchir ou en tout cas rajouter de la privacy sur l'USDC. » Et ça s'est fait en quelques semaines. Donc vous avez effectivement le Trésor qui dit on met sur liste noire Tornado Cash, qui était cette solution qui permet de rajouter des flux et un peu de privacy si on veut utiliser cette entrée-là, et l'arrestation du développeur, et puis des acteurs de la DeFi ou moins DeFi qui disent on va se plier aux règles du régulateur. Donc ça a fait beaucoup de bruit cet été, Tornado Cash. On est au tout début, surtout que si on veut rajouter une petite information, le code source de Tornado Cash qui était sur GitHub a été supprimé, ce qui là touche plutôt à la liberté d'expression puisque c'était un code open source sur une plateforme qui permet aux développeurs de partager leur code et de faire fonctionner leur solution. Donc une bataille juridique va se jouer sur plusieurs plans, sur la liberté d'expression pour certains, c'était un homme, le développeur qui a été arrêté, qui n'a que développé un outil. Celui qui a inventé le couteau l'a pas forcément inventé pour que les gens l'utilisent à des fins criminelles. C'est exactement les défenseurs ceux qui mettent en avant. Et puis on aura effectivement la répercussion sur l'écosystème de cette interdiction d'un outil qui a été développé pour ajouter de la privacy. Tornado Cash, tempête dans un verre d'eau ou vraie tempête? Tout ça nous amène à la question crypto de la semaine. Et Amaury de Tonquédec nous rejoint sur le plateau de BFM Business en direct. Amaury de Tonquédec qui nous accompagne aussi dans la préparation de BFM Bourse chaque jour. On va l'apercevoir si vous nous suivez à la télévision. Bonjour Amaury. Bonjour à tous. Tout ça nous rappelle que les transactions sur pas mal de crypto-monnaies ou actifs, les transactions ne sont pas anonymes mais pseudonymes. Alors ça n'empêche pas que, comme dans la finance traditionnelle, certains cherchent via les cryptos à dissimuler leurs transactions. Une quête d'anonymat via les cryptos qui en réalité, cette quête d'anonymat peut vite tomber à l'eau, Amaury. Oui, car c'est une croyance tenace au sujet des crypto-monnaies, car pour beaucoup, elles seraient anonymes. Mais si certaines le sont, la plupart ne le sont pas. Au moment où on se parle, la capitalisation totale des crypto-monnaies est d'environ 1000 milliards de dollars. Sur ces 1000 milliards, les deux principales cryptos, que sont Bitcoin et Ethereum, représentent à elles seules à peu près 600 milliards. Donc rien qu'avec ces deux-là, ça fait largement plus de la moitié. Et ces deux cryptos-là ne sont pas anonymes, elles sont au pire pseudonymes. Car ces deux blockchains sont publiques, n'importe quelle personne qui a envie d'aller voir ce qui s'y passe peut le faire. Donc la question elle est vite répondue. Sur l'essentiel de la capitalisation des cryptos, les blockchains utilisées ne permettent pas l'anonymat. La plupart en tout cas, la plupart. Sur l'immense Ces deux-là, majorité. Bitcoin et Ethereum et voire d'autres, d'accord. Voilà, c'est ça. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Bitcoin. Dès que vous effectuez une transaction, elle est enregistrée dans la blockchain de Bitcoin, de la première à la dernière. Pour être certain que le protocole soit respecté, l'intégralité du réseau est transparent.
chaque utilisateur peut publiquement vérifier le registre des transactions. C'est l'essence même de la blockchain, en tout cas des blockchains publiques comme celle de Bitcoin. À chaque transaction, on laisse une trace indélébile sur la blockchain, impossible de revenir en arrière. Sur la blockchain, on a une adresse qu'on appelle dans le jargon une clé publique sur laquelle tout le monde peut voir ce qui s'y passe. Les cryptos qu'on détient dessus, le solde et les transactions, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Oui, mais tant que les gens ne savent pas qui se cache derrière l'adresse, ce ne sont que des chiffres et je reste anonyme. C'est vrai, mais aujourd'hui, dans la plupart des pays, il y a une régulation. Quelqu'un qui vous vend de la crypto doit réaliser ce qu'on appelle un KYC. Un KYC, c'est le nom donné au processus qui permet de vérifier l'identité des clients d'une entreprise. C'est-à-dire qu'au moment où on va envoyer de la crypto sur votre adresse, on va en même temps prélever votre identité. Le site va demander à minima votre carte d'identité et un justificatif de domicile. Et en plus, en fonction des montants, s'ils sont élevés, on va vous faire remplir un formulaire pour vérifier l'origine des fonds. Donc oui, on est derrière une adresse, oui, on est sous pseudo, mais si besoin, les autorités compétentes peuvent facilement aller voir les entités qui nous ont vendu de la crypto et dans ce cas, trouver notre identité. Et à partir de là, c'est très simple de remonter tout le fil des transactions effectuées. Bon, alors c'est intéressant, l'anonymat via les cryptos, pour ceux qui cherchent l'anonymat pour leurs transactions et privilégient pour trouver cet anonymat les cryptos, c'est pas gagné. En tout cas, si on passe par les principales blockchains publiques que sont, vous le disiez, Ethereum ou encore Bitcoin. Si j'investis à travers une clé, en l'occurrence plus privée, je pense à Ledger par exemple, le fameux Ledger. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de KYC. Le KYC dont nous parlait Amaury, est-ce que pour le coup, Ledger favorise l'anonymat dans l'univers crypto, d'après vous, Valentin ? Non, parce que Ledger, en tant que clé, effectivement, cette entreprise qui a ses hardware wallets, qui permet d'envoyer les clés, permet par des partenaires d'acheter de la crypto-monnaie. Et effectivement, Amaury l'a très bien expliqué, en fonction du nombre de cryptos, d'argent et autres choses qui sont mises en place depuis les différentes réglementations, et ce depuis 2017, avec le KYC, eh bien non, Ledger ne permet pas d'acheter de la crypto sans KYC. Alors, encore une fois, ça dépend des montants, mais tous les partenaires aujourd'hui, dès qu'on dépasse 1 000 €, il faut donner son identité, et Ledger permet de stocker ces crypto-monnaies sans KYC. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas besoin, quand vous achetez une Ledger, de faire un KYC aujourd'hui. Ça pourrait amener à évoluer, mais le moment où vous allez l'acheter, vous allez fournir ces KYC. Et justement, avec les flux dans la blockchain, quand vous allez les déposer sur votre Ledger, on pourra faire des rapprochements assez rapides et se rendre compte que c'était vous à l'origine. Et en plus, la réglementation à venir va pousser justement les investisseurs qui souhaitent placer des cryptos sur Ledger, par exemple, pousser Ledger à justement demander de plus en plus l'identité de ces gens qui font appel à ces services. C'est toute la question de la réglementation MiCA, TFR et tout ce qui a été débattu, là, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Alors, dans cette version et dans les prochaines, il se pourrait que ces coffres-forts numériques qui sont déconnectés du réseau pourraient à terme effectivement demander l'identité des utilisateurs. Mais en fait, aujourd'hui, c'est déjà facile de faire marche arrière parce que toutes les entreprises qui permettent d'acheter même Ledger avec des partenaires extérieurs, eux le demandent. Donc, in fine, demandez votre KYC si vous avez juste une Ledger pour mettre vos fonds. C'est, on le répète souvent, l'équivalent de demander votre identité si vous achetez un coffre-fort pour le mettre dans votre maison. Ça paraît absurde puisque de toute façon, le flux, lui, à l'achat, est déjà authentifié. Attendez, vous êtes l'un et l'autre en train de nous expliquer qu'il est impossible de trouver l'anonymat parfait et absolu en investissant à travers des crypto-actifs, des crypto-monnaies. Parce qu'on parle là de blockchain publiques, il y a aussi des blockchains privées, messieurs, des blockchains qui justement font tourner l'anonymat en l'occurrence. Donc, on peut imaginer que sur ces blockchains-là, on sort de Bitcoin, ok, on sort d'Ethereum, d'accord, on va trouver d'autres blockchains, mais elles existent. Sur ces blockchains-là, l'anonymat est possible, Amaury. Oui, alors il existe des blockchains plus anonymes que Bitcoin et Ether. Par exemple, la blockchain Monero est nativement anonyme avec son token XMR. Anonyme dans le sens où on ne peut voir ni les montants, ni les destinataires dans un explorateur blockchain. Mais de plus en plus de plateformes décident de délaisser ce type de token. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le volume d'échange sur ce token est extrêmement faible. Par exemple, ces dernières 24 heures, il y a eu 50 millions de dollars sur le XMR contre 40 milliards sur le Bitcoin. Il faut bien comprendre effectivement que utiliser les blockchains pour faire des choses illégales est la pire des choses, parce qu'Amaury l'a précisé à l'entrée, toutes les transactions sur Bitcoin, de la toute première en 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, sont traçables. Sont dans la blockchain. Parce que c'est une blockchain publique, mais Amaury le disait, il existe des blockchains privées. Et sur les blockchains privées,
Je vais vous dire, Guillaume, effectivement, les services de renseignement ont a priori réussi à casser ces anonymats. Et dans tous les cas, effectivement, c'est comme avec Tornado, la solution d'anonymisation parfaite, elle n'existe pas. Donc, on aura toujours la capacité. Et on peut le regretter d'ailleurs. Alors évidemment, certains vont vouloir profiter de l'anonymat pour blanchir de l'argent, procéder à des activités illicites, mais certains voudront juste chercher l'anonymat par esprit libertarien, qui est l'esprit initial des investisseurs en crypto. L'esprit des cypherpunks, c'est pas parce que vous n'avez rien à montrer qu'il faut tout montrer aux autres. Exactement. Et qu'il faut justement se dévoiler sélectivement au monde. C'était le manuel des cypherpunks à l'origine. Mais la finalité de l'opération, c'est que ces flux, que ça soit Tornado, que ça soit Monero, si vous avez une bonne intelligence artificielle et quelques mathématiciens, ou même que vous avez réussi à casser le code de l'algorithme qui permet de vous cacher, il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Mais ça, Amaury vient de le souligner, c'est des crypto-monnaies qui représentent un volume assez faible. Pour celui ou celle qui demain voudrait utiliser, et c'est tout le reproche qu'on fait aux monnaies numériques de banque centrale, un registre public comme Ethereum pour aller acheter son pain, ça veut dire que la personne d'en face, qui est la boulangère, va devoir vous donner une adresse qui est celle de son entreprise. Vous allez payer avec votre adresse, qui est celui de votre compte public bancaire équivalent. Et dans ce cas-là, la boulangère va pouvoir voir que 5 minutes avant, vous êtes allé acheter un paquet de clopes, et vous, que la boulangère, je ne sais pas, a acheté une farine qui vient de l'autre bout du monde, alors qu'elle disait qu'elle achetait au coin de la rue. Et tout le monde pourra savoir si vous mangez trop de viande ou pas, puisque c'est un débat. Alors, ça a l'air de vous tenir à cœur, le barbecue. Moi, je vais rester sur la cigarette. Et on va dire qu'effectivement, si jamais un jour vous avez votre assureur à qui vous n'avez pas spécifié que vous fumiez, eh ben on vous redresse en disant c'est marrant en fait, monsieur de Tonquedec, vous fumez en fait. Donc on va aussi revoir les prestations qu'on a mis dans votre prêt immobilier. Et ça, c'est un risque important, qui est celui qui est reproché aux monnaies numériques de banque centrale, qui pourrait recentraliser la totalité des transactions des citoyens. Et donc, je le répète, utiliser la blockchain pour faire des transactions illicites paraît être la chose la plus absurde. Un libertarien sur notre plateau, cyberpunk, c'est vous ? Non, je pense que c'est plutôt Amaury, je ne sais pas lequel des deux. On va en débattre juste après. D'accord, autour d'une saucisse merguez grillée au barbecue. J'ai cru que vous alliez l'oublier. Avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau, bien sûr. Voilà. Dans un instant, les marchés financiers, la finance traditionnelle fait son grand retour. Le club, jusqu'à la clôture des marchés. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, Amaury de Tonquedec, donc, et qui m'accompagne aussi chaque jour dans la préparation de cette émission BFM Bourse. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos à nos côtés chaque semaine. Merci, salut messieurs. Le CAC 40 toujours en baisse, de plus en plus même. On vous explique tout juste après la pause dans moins de 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.